Bonsoir mes amis et bienvenue dans cette nouvelle étape de notre voyage au cœur de la littérature russe. Ce soir, je vous propose de découvrir le tout premier roman de Dostoïevski, Les pauvres gens. Un roman court, épistolaire, plein de retenue, mais d'une richesse humaine à découvrir. On y suit deux êtres modestes, unis par la pauvreté et par la tendresse, mais séparés par la honte, par les non-dits et par la peur de peser sur l'autre, par la peur d'être un fardeau. Deux âmes discrètes, deux êtres seuls qui s'écrivent pour exister encore un peu. Dans cette vidéo, nous replacerons d'abord ce livre dans son contexte. Je vous raconterai ensuite ce que vous découvrirez si vous vous lancez dans sa lecture. Et enfin, nous plongerons ensemble dans une analyse psychologique de cet ouvrage en 3 temps. L'humiliation sociale, l'amour contrarié et la misère comme solitude. Vous verrez que derrière la simplicité de ce récit se cache une grande justesse psychologique et une grande sensibilité. Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski naît en 1821 à Moscou et meurt en 1880 à Saint-Pétersbourg. Il est l'un des plus grands écrivains russes du XIXe siècle, connu pour ses romans majeurs comme Crime et Châtiment, Les Frères Karamazov, L'Idiot et bien d'autres. La Russie impériale en 1846 est gouvernée par le tsar Nicolas Ier. La société reste très inégalitaire. Les paysans, en grande majorité encore soumis au servage, vivent dans des conditions dramatiques. Et dans les villes, les ouvriers et les petits fonctionnaires peinent eux aussi à survivre. C'est dans ce contexte économique et social que Fyodor Dostoïevski se consacre à l'écriture. À 24 ans, il publie son premier roman, Les pauvres gens, en janvier 1846. Ce roman épistolaire décrit la vie quotidienne des déshérités de Saint-Pétersbourg. Quand je parle de déshérités, je pense à ceux qui sont pauvres matériellement, mais aussi à ceux qui n'ont ni éducation, ni reconnaissance, ni affection. Des personnes privées d'un minimum de sécurité, de dignité et de considération. Les pauvres gens ne parlent pas seulement de pauvreté, mais aussi de ce sentiment d'avoir été oublié, d'avoir été abandonné ou négligé dès le départ. Ce livre marque aussi le début de la carrière d'un écrivain qui sera bientôt considéré comme l'un des plus grands de la littérature russe. Le roman se présente sous forme de correspondance entre deux personnages. Ils vivent dans deux pièces voisines, dans un immeuble misérable de Saint-Pétersbourg. Les lettres s'échelonnent sur quelques mois. D'un côté, nous avons Maker Alexeyevitch Dievouchkine, un petit fonctionnaire isolé. De l'autre, la jeune Varvara Alexeyevna Dobrosiolova, qui travaille comme couturière. Varvara vit quasiment sans ressources depuis la mort de sa mère. Dans leurs lettres, Maker et Varvara racontent les petites joies, mais surtout les difficultés de leur vie quotidienne. Maker décrit son travail ingrat au bureau, ses repas frugaux et la promiscuité dans son logement collectif. Varvara évoque sa santé fragile, son emploi difficile et sa solitude. Ils parlent de leur souffrance, mais sans jamais s'apitoyer. Tous deux partagent la même misère. Ils manquent d'argent et ils s'entraident autant qu'ils le peuvent. Parfois, Maker envoie une pièce de monnaie à Varvara ou lui offre un petit cadeau, comme des dentelles ou des friandises. Il n'hésite pas à s'endetter pour la soutenir, jusqu'à s'humilier parfois, ce qui le fait sombrer peu à peu dans une détresse plus grande. Au fil des lettres,
apparaissent des souvenirs et des épisodes de vie. Varvara raconte son enfance tragique, les épreuves qu'elle a traversées, et son premier amour pour un étudiant pauvre nommé Pokrovski, décédé entre-temps. Cet amour malheureux la hante encore quand elle arrive à Saint-Pétersbourg. De son côté, Macaire décrit comment il quémande des avances à ses collègues, ou comment il court la ville pour trouver un peu d'argent, au prix de démarches humiliantes. Chaque aide qu'il tend à Varvara a un prix, une nouvelle dette et une dignité qui se fragilise. Finalement, la correspondance prend un tour tragique. Macaire, épuisé, écrit dans une dernière lettre qu'il n'enverra jamais. Il mesure l'ampleur de sa solitude. Varvara répond dans une ultime lettre qu'elle doit partir dès le lendemain. Elle lui dit adieu pour toujours. Elle remercie Macaire de l'avoir tant soutenu et elle lui demande de vivre heureux. Varvara disparaît de sa vie et Macaire reste seul avec son désespoir. Je vous propose maintenant de se lancer dans une analyse de l'œuvre. Pour rappel, j'ai choisi 3 thèmes pour analyser ce roman épistolaire. L'humiliation sociale et la dignité blessée, l'amour contrarié, je veux dire empêché, et la misère comme lien et comme solitude. La pauvreté rend Macaire et Varvara extrêmement vulnérables. Dostoïevski souligne que la société déteste être dérangée par les miséreux. Comme le dit Macaire dans une de ses lettres, la misère est toujours importune. Les plaintes des affamés empêchent les gens de dormir. Et les pauvres eux-mêmes finissent par sentir qu'ils dérangent. Je veux dire par là que cette gêne n'est pas seulement sociale, elle devient intérieure. Cette gêne, cette honte est intériorisée. Et le silence devient protecteur. Le roman nous dit que quand on vit dans la pauvreté, on apprend à ne pas prendre de place, à ne pas faire trop de bruit, à s'effacer. On intègre, malgré soi, l'idée que son malheur n'a pas droit à l'expression. Et c'est exactement ce qu'on voit dans cette correspondance. Une pudeur extrême, une délicatesse parfois douloureuse. Varvara n'ose pas se plaindre, même quand sa situation devient critique. Et Macaire, lui, se veut toujours rassurant, modeste, presque jovial, comme s'il craignait de peser, même dans ses lettres. Il y a dans leurs lettres une forme de dignité silencieuse, mais aussi une grande solitude, celle de ceux qui n'osent pas demander, même quand ils ont faim, celle de ceux qui s'excusent d'exister, par peur d'être un poids de plus dans un monde qui ne les regarde déjà plus. Macaire et Varvara cachent donc leur honte et refusent toute pitié. Macaire en particulier fait part d'une grande fierté silencieuse. Quand Varvara lui exprime sa peine, Macaire lui répond qu'il ne peut pas se plaindre. Il se contente de manger et de s'habiller dignement, et il refuse d'avoir des prétentions. Il se dépeint comme un homme modeste et résigné, qui ne s'autorise aucune plainte supplémentaire. Varvara, de son côté, n'ose pas se plaindre de peur de passer pour une importune. Ce refus de paraître pauvre, je veux dire ce choix de cacher leur pauvreté, est un moyen de préserver leur honneur, malgré les humiliations quotidiennes. Je veux dire par là que, dans un monde qui associe la pauvreté à l'indignité, se taire devient une forme de résistance. Se montrer digne, c'est tenter de rester un être humain aux yeux des autres, mais aussi à ses propres yeux. Varvara refuse de s'apitoyer, non pas parce qu'elle va bien,
mais parce qu'elle veut rester digne. Parce qu'elle sent que si elle se laisse aller à dire tout ce qu'elle vit, elle risque de s'effondrer. Et Macaire fait de même. Il dissimule lui aussi sa détresse sous des tournures légères, presque avec humour parfois, comme pour ne pas accabler Varvara, comme pour rester un homme capable d'aider. Chez tous les deux, la retenue est une manière de rester debout. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une question de survie. Ils préfèrent minimiser leur souffrance plutôt que de risquer de devenir l'un pour l'autre une charge. Et c'est là qu'on voit à quel point la misère est violente. Elle oblige même ceux qui s'aiment à se cacher leur douleur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ne se cachent pas leur pauvreté au sens strict. Macaire sait que Varvara vit dans le dénuement, et Varvara sait que Macaire s'endette pour elle, mais ils n'en disent jamais trop. Ils n'entrent pas dans les détails. Ils adoucissent. Ils minimisent. Pas pour mentir, mais pour ne pas peser. Par pudeur et aussi par tendresse mutuelle. Ils veulent épargner l'autre, lui donner une image rassurante, ou du moins supportable. Parce qu'ils savent que leur douleur, si elle débordait d'un coup, elle deviendrait trop lourde à porter, même pour celui ou celle qui les aime. Et donc oui, ils parlent entre eux de leur misère, mais toujours avec retenue. En même temps, face au monde extérieur, ils se taisent, par honte, par réflexe, parce que la pauvreté n'est pas seulement une difficulté matérielle, c'est un signe visible. C'est la marque d'une perte de valeur sociale. Ils se taisent aussi pour se protéger, parce que la pauvreté est une gêne pour les autres. Et c'est une gêne qui est ensuite intériorisée. C'est en ce sens que le silence est protecteur. Et c'est ça que Dostoïevski montre avec une grande finesse. La pauvreté n'atteint pas seulement la santé et les corps, elle finit aussi par faire taire les âmes. Parce qu'on ne veut pas être plein, parce qu'on ne veut pas être vu, ou bien parce qu'on veut encore être vu, mais si seulement on se tient encore droit. Il y a de l'amour entre Macaire et Varvara, mais c'est un amour discret et douloureux. Ou plutôt douloureux parce qu'il est discret. Parce que cet amour ne peut pas se concrétiser. Il restera platonique. Et c'est leur misère qui l'exige. Leur misère pousse même Macaire à revendiquer lui-même un sentiment paternel. Dans une de ses lettres, il explique qu'il ne parle d'amour que par désœuvrement et par stupidité du cœur. Pour reprendre ses mots, si je ne me trompe pas. En affirmant qu'au fond, ce qu'il éprouve, ce n'est rien d'autre qu'un sentiment paternel pur. En fait, il sent que cet amour est à la fois trop fort et sans issue. Et donc, il s'interdit l'amour romantique pour rester protecteur, pour ne pas effrayer, pour ne pas peser. Varvara perçoit cet amour de la même façon. Dans sa dernière lettre, elle l'appelle « cher ami »,« cher bienfaiteur », même si elle reconnaît qu'il est le seul à l'avoir aimé véritablement. Elle garde un respect infini pour lui. Et quand une fois il vient lui proposer implicitement de l'épouser pour la sauver, elle refuse par renoncement. Elle ne veut pas imposer un poids à l'homme qui l'a soutenue. Elle ne le rejette pas, elle se retire, avec douceur mais fermeté. Ce retrait est un renoncement pour ne pas imposer sa misère. Elle ne veut pas enchaîner Macaire à sa condition. Cette attitude mutuelle de sacrifice, je veux dire étouffer sa flamme amoureuse, renoncer à l'idée du mariage, met en lumière l'impossibilité pour eux d'assumer un amour pleinement réciproque.
l'impossibilité de concrétiser leur tendresse par un acte d'amour conjugal. Et ce renoncement est une forme d'abnégation. Varvara, bien que reconnaissante de l'affection de Macaire, refuse de le lier à sa misère. Au fond, leur amour contrarié est touchant, parce qu'il est pur. Macaire aime profondément Varvara, mais il ne veut pas abuser de son dévouement. Et Varvara ne peut pas laisser Macaire l'aimer parce qu'elle ne veut pas lui faire de peine, lui rajouter de la peine. Cette situation fait que leur amour reste platonique, impossible à se réaliser. La misère commune de Macaire et Varvara joue un double rôle. D'une part, elle les rapproche et elle fait naître entre eux une véritable solidarité. Je veux dire par là qu'ils sont presque seuls au monde à se comprendre, et la pauvreté est le seul langage qu'ils partagent pleinement. Chacun puise chez l'autre du réconfort et même une forme d'espoir. Varvara appelle Macaire son unique ami et elle estime qu'il est le seul à l'avoir vraiment aimé. Et Macaire trouve en Varvara une écoute et une affection comme il n'en a jamais connu ailleurs. Leur pauvreté fait donc d'eux des compagnons liés par la même lutte quotidienne. D'autre part, cette même misère les enferme dans une grande solitude. Ni l'un ni l'autre n'a de véritable entourage. Varvara perd successivement tous ses soutiens. Sa mère, son amour de jeunesse, et même ses derniers liens sociaux. Elle ne peut compter que sur Macaire. Et Macaire, de son côté, vit dans un isolement discret, sans famille ni amis proches. Leur relation devient donc leur seul refuge, mais un refuge fragile, traversé par la crainte constante de peser sur l'autre. Aucun des deux n'ose trop dire sa souffrance, de peur d'accabler l'autre. Et c'est ça qui rend leur solitude encore plus cruelle. Ils s'aiment, mais ils s'effacent pour ne pas déranger. Le dernier adieu de Varvara est à ce titre bouleversant. Elle part sans consolation, sans répit. Et Macaire, resté seul, n'a plus rien d'autre que leurs lettres. Justement, ces lettres où ils ont si peu dit de leur souffrance, pour ne pas faire souffrir l'autre. Et donc, la misère est à la fois ce qui les lie, car c'est dans la pauvreté qu'ils se soutiennent, et aussi ce qui les sépare à jamais. La misère crée un lien silencieux, mais en même temps, elle les condamne à un isolement définitif. Comme vous avez pu le constater, les pauvres gens dessinent le portrait émouvant de deux âmes simples, en proie à la souffrance sociale et émotionnelle. Dostoïevski peint avec justesse la fierté meurtrie de ces deux personnages et la force de leur compassion mutuelle. À travers Macaire et Varvara, on découvre une dignité humaine qui peut résister, même dans la pire détresse. On comprend aussi que l'amour véritable peut subsister sans jamais se réaliser. J'espère que cette présentation vous aura donné envie de parcourir ces lettres touchantes et de découvrir la profondeur de ce chef-d'œuvre. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une prochaine vidéo.